Bonjour tout le monde, c'est Dr Benzidane, gynéco de Schleff. Alors, je vous remercie pour cette journée, c'est que la présence de, de notre prof, de notre enseignant. Et j'appelle pour ça professeur Bouzid pour nous présenter le saignement chez la femme, l'adolescente et la postménopausique. Bonjour à tous. Bien sûr, c'est avec plaisir qu'on est là parmi vous. Inch'Allah, on va apporter des choses à votre journée. Et Inch'Allah, ce ne sera pas la dernière fois. Je tiens à préciser que le docteur Muqaddam ne sera pas parmi nous pour la présentation sur les saignements de la femme en période d'activité génitale parce qu'elle a eu un décès. Donc j'ai dû un petit peu improviser, j'ai rajouté quelques plaques pour en fait parler de ces saignements depuis la puberté, en passant par la période d'activité génitale jusqu'à la ménopause. Alors, on va juste reprendre la présentation dès le début. Est-ce qu'on n'a pas l'image sur le data show? Attendez que je revienne. Voilà. On peut avoir l'image au niveau des écrans, s'il vous plaît, de la présentation. C'est toujours avec plaisir d'être là. Je sais que c'est un sujet qui va probablement très intéressant, c'est un motif de consultation très fréquent pour lequel il faut savoir rechercher l'étiologie avec un bon interrogatoire, un examen clinique éventuellement spécialisé. Et ça dépend si on est généraliste ou on est gynécologue. On fait les choses à son niveau et on oriente quand on est un généraliste. Et quand on est spécialiste, à ce moment-là, on fait les investigations à notre niveau, mais pas que, puisque la prise en charge de ces saignements ne dépend pas toujours que du gynécologue. Parfois, c'est une prise en charge multidisciplinaire et le rôle de l'endocrinologue est vraiment au centre de cette prise en charge puisqu'il y a beaucoup de causes en rapport avec les troubles endocriniens qui sont à l'origine de ces perturbations. Et donc, parfois, c'est bien de travailler en collaboration avec les endocrinologues, aussi avec les radiologues. Des fois, on a besoin. C'est vrai que nous, les gynécologues, on fait des diagnostics échographiques, mais parfois, on a besoin de quelques précisions par une IRM, par exemple, ou par un scanner. Et donc, aussi, on a besoin de travailler avec des bons radiologues avec lesquels on aboutit donc sur le bon diagnostic, la bonne exploration et la bonne prise en charge. Donc en attendant, dans mon topo, j'ai essayé de faire au début des définitions pour qu'on puisse comprendre et qu'on puisse parler du même langage. En gynécologie, on a des définitions des troubles du cycle, que ce soit pour la fréquence ou pour l'abondance, les signes associés. Et donc j'ai commencé par ça. Donc j'ai fait un schéma aussi pour apprécier cette abondance. Donc quand on parle avec une patiente, la patiente peut être affolée, elle vient consulter parce qu'elle a des saignements anormaux, mais après il faut les quantifier. Est-ce que c'est des saignements, peu de saignements ou beaucoup de saignements? Donc il faudrait apprendre à gérer c'est-à-dire à apprécier le saignement à travers des artifices. On va le voir sur le schéma avec le score de Hangan. Je ne sais pas pourquoi on n'a toujours pas l'image sur l'écran. Et donc après, on rentrera dans les causes étiologiques. Et dans les causes, on va essayer de parcourir un peu les causes fonctionnelles, les causes organiques. On va voir les classifications qu'on a. Il y a des classifications pour des causes non structurales, ça veut dire pour lesquelles on n'a pas d'existence de maladie, vérifiable et observable en exploration. Et on aura des causes qui ne sont pas structurables, c'est-à-dire qu'il faut aller les rechercher dans le perturbation de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Ça va du trouble fonctionnel jusqu'au trouble endocrinien vrai, mais qui est donc mesurable probablement par biologie.
Ensuite, on rentrera donc au fur et à mesure qu'on fera ces étiologies, on va parler en général, mais on va dire que certaines étiologies sont observables beaucoup plus à l'adolescente, d'autres à la femme en activité, parfois c'est commun, et on va un petit peu parler de la femme post-ménopausée, qui peut avoir certaines étiologies communes avec la femme jeune, mais bien sûr, vous doutez bien que chez la femme ménopausée, c'est surtout le cancer qu'il faut redouter, et donc il faut apprendre à le voir, à le stadifier, à le prendre en charge. Mais il y a d'autres diagnostics différenciés du cancer, donc il ne faut pas toujours affoler la patiente et y aller donc palier par palier. Et même maintenant, on va parler un peu de la clinique, comment on dirige un interrogatoire, on examine, selon qu'on soit généraliste ou spécialiste, gynécologue. Et puis les explorations, les échographies, on les verra au fur et à mesure des étiologies. Et il y a le bilan biologique, bien entendu, important, notamment pour nos amis endocrinologues. Le diagnostic, parfois, il est établi par le bilan hormonal. Et enfin, on parlera de la prise en charge au fur et à mesure. J'attends toujours l'image au niveau sur les écrans, s'il vous plaît. Donc, bien sûr, le professeur Khouja était un ami, c'est quelqu'un qu'on n'oubliera jamais, il restera dans nos mémoires. Il était toujours présent dans ces journées d'enseignement. Ça, il était disponible pour ça. Et c'est très bien qu'on fasse un hommage aujourd'hui parce qu'il faut vraiment se rappeler toujours de sa mémoire. Et en fait, ce sont ces participations qui font de lui présent dans nos mémoires et pendant plusieurs années. Alors, je ne sais pas si je commence à définir. Alors, les troubles, les saignements anormaux, on peut aussi les relier aux troubles du cycle. Donc, les troubles du cycle sont de différentes catégories. Ah, voilà, on a l'image. Donc, on peut avoir une perturbation dans la fréquence, on peut avoir une perturbation dans la durée, et on peut avoir des perturbations dans la quantité. Donc, quelques définitions, je ne vais pas trop m'étaler pour ne pas dépasser mon temps. Donc, alors, vous avez ce qu'on appelle spagnoménorrhée, vous les entendez, surtout pour les généralistes, c'est des cycles supérieurs à 35. Ça veut dire que si elle a un cycle de 30, par exemple, vous n'allez pas dire qu'il y a une anomalie. Donc, on tolère des cycles un peu plus longs, mais au-delà de 35, on parle éventuellement un trouble de l'ovulation. La polyménorrhée pour des cycles plutôt courts, inférieurs à 21 semaines. Donc, on ne va pas parler de cycle court si elle vous dit je fais des règles tous les 27 ou tous les 26 jours. Donc, il faut vraiment que ça soit court, moins de 21 pour parler de cycle court. Ensuite, vous avez cette fameuse aménorrhée. L'aménorrhée, il faut dépasser les 3 mois sans règles pour parler d'aménorrhée. Après l'aménorrhée, on la reverra tout à l'heure, vous avez l'aménorrhée primaire et l'aménorrhée secondaire. Donc, ça dépendra des étiologies de l'une et de l'autre. Dans la durée, vous avez les oligoménorrhées, ça veut dire que c'est des règles peu abondantes. La ménorrhagie, c'est des femmes qui ont régulièrement leurs règles, mais pendant leurs règles, elles saignent un peu plus que la normale, où elles sont prolongées. Ensuite, vous avez la métrorragie, c'est des saignements anormaux, mais qui surviennent entre 2 règles, donc entre les cycles. Et vous avez l'hyperménorrhée, c'est des cycles courts, mais des règles sont abondantes. Ensuite, vous avez cette fameuse dysménorrhée. Il y a la dysménorrhée primaire, celle qui est celle dont la patiente se plaint juste avant ses règles et pendant le premier jour de règles. En général, c'est en rapport avec un syndrome prémenstruel. Si ça ne gêne pas beaucoup, il ne faut rien faire. Maintenant, si ça la gêne vraiment, on peut donner un traitement pour renforcer donc le manque en progestérone notamment, et parfois ça peut marcher. Ou sinon, il faut donner des antidouleurs de palier 1. Mais par contre, la dysménorrhée, quand la patiente a des troubles de cycle ou éventuellement une douleur associée à ces cycles, et quand elle est secondaire, ça veut dire qu'elle survient plutôt à la fin des règles, et voire même elle continue juste après les règles, là il faut chercher une pathologie pelvienne profonde, il faut adresser bien entendu, ou même le gynécologue doit pousser des explorations pour la prise en charge. Voilà le score de Higran. Donc vous voyez que quand la patiente ne peut pas vous rapporter l'abondance de ces règles, vous allez lui dire, alors quand vous mettez votre couche, elle se remplit à quel degré? Vous allez lui dire, vous changez combien de couches par jour, combien de paquets pendant le cycle? Ce sont ces questions indirectes qui vont vous donner une idée sur l'abondance de ces métrorragies. Et vous avez un exemple ici, il y a un score que vous pouvez donc apprécier et mettre sur votre dossier. Donc vous voyez, quand vous avez une couche complètement remplie donc de sang, donc vous êtes probablement à plus de sang, et à plus de sang, vous êtes à peu près à plus de 100 ml. Après, il y a d'autres façons d'apprécier, c'est le retentissement sur l'état général, c'est-à-dire si la femme
fait une anémie. Donc forcément, si elle fait une anémie, probablement qu'elle saigne énormément. Alors, quelles sont les causes possibles de ces saignements anormaux? Comme on l'a dit, on a des causes structurelles et des causes non structurelles. Les causes structurelles, c'est quand on trouve une pathologie organique, quand on met en évidence, pas toujours à l'examen clinique, mais surtout à l'échographie. Et les causes non structurelles, c'est celles qu'on va donc rechercher par d'autres bilans. Donc vous avez la coagulopathie, la dysfonction ovarienne, les causes endométriales, les iatrogènes et les non classés. Donc on va commencer par les non structurels, la coagulopathie. Comme on commence par la jeune fille adolescente, donc c'est des choses il faut commencer par penser à ce genre de causes, c'est les coagulopathies. Souvent, les premières règles de la jeune fille vont être abondantes. Et quand on interroge un peu, on retrouve une histoire dans la famille en faveur de saignements prolongés ou au moment des blessures. Ça saigne beaucoup, donc il faut penser à la maladie de Willebrand. Et parfois, on fait des dépistages comme ça chez les jeunes filles de maladie de Willebrand ou déficit de facteur 7, par exemple. Ensuite, vous avez les causes fonctionnelles. Alors, les causes fonctionnelles, elles sont très fréquentes dans les deux extrémités, au début de la vie génitale et à la fin de l'activité génitale, c'est-à-dire entre la puberté et juste en préménopause, parce qu'il y a un déséquilibre hormonal. Alors au début, à l'installation de la puberté, c'est l'immaturité de l'axe qui s'installe progressivement. Vous n'avez pas toujours des cycles ovulatoires dès le début, et parfois c'est des cycles anovulatoires qui vont probablement, c'est des follicules qui n'ont pas atteint la taille qu'il faut, et donc ils ne vont pas ovuler. Donc il y aura toujours une faible sécrétion d'œstrogène, pas suffisante pour faire ovuler, et donc pas de corps jaune derrière qui va sécréter de la progestérone, mais sur plusieurs mois, cette sécrétion oestrogénique va induire une prolifération de l'endomètre qui va éventuellement donner des saignements beaucoup plus importants. C'est-à-dire, elle va venir vous dire que bon, 3 mois, 4 mois, elle n'a rien, mais quand elle a ses règles, elles sont abondantes. Et donc, c'est en rapport avec ce déséquilibre qui est complètement physiologique en début de la puberté. Mais après, c'est le même trouble qu'on rencontre chez la femme en préménopause, puisqu'on va parler dans le topo de toutes les périodes de la femme. En préménopause, c'est pareil. Quand l'ovaire commence à ne plus répondre à cette commande donc du cerveau, donc il va y avoir donc des troubles au niveau de l'axe, c'est-à-dire que l'ovaire ne répond plus. Donc, vous allez avoir 2 périodes chez la femme en préménopause. Une période d'hyperostrogénie, plutôt une altération entre hyper et hypo, même pour laisser place à l'hypoestrogénie. Et pendant cette période d'hyper et d'hypo, au moment où on fait une hyperostrogénie, on va aller sur l'hypertrophie, l'hyperplasie et donc des ménorragies, voire des ménométroragies chez la femme en préménopause. C'est pas forcément organique et bien sûr le traitement il est hormonal, on y reviendra tout à l'heure. Donc l'hyperprolactinémie et les troubles de la thyroïde. Vous savez que dans l'axe hypothalamo-hypophysaire, la commande numéro 1, c'est l'hypothalamus. Et entre l'hypothalamus et l'hypophyse, il y a les autres commandes, c'est-à-dire la commande de la thyroïde, la commande de la prolactine et d'autres axes, notamment le cortico-surrénalien. Et quand il y a des équilibres de ces axes endocriniens, il y a une interactivité avec la post-hypophyse et avec la sécrétion de FSH et de LH. Et donc, parfois, vous avez des inhibitions qui font que c'est en rapport avec des troubles du cycle et des saignements anormaux. Ça peut donner des aménorrhées, ça peut donner des saignements entre les règles, ça peut même parfois occasionner des ménorragies, des cycles abondants. Donc, toujours avoir à l'esprit de demander un avis chez l'endocrinologue ou carrément faire un bilan thyroïdien à la recherche d'une hyperthyroïdie, d'une hypothyroïdie et même d'une hyperprolactinémie. Et l'hyperprolactinémie, toujours, il faut rechercher un adénome de la prolactine, puisque dans le SOPK, elle est fonctionnelle, mais quand elle est importante dès le jeune âge, il faut rechercher plutôt une pathologie. Et d'ailleurs, il faut rechercher des signes évocateurs, des signes neurologiques qui pourraient être évocateurs d'un adénome au niveau de l'hypophyse. Ensuite, vous avez le stress. Vous avez le stress, cette maladie du siècle, qui va induire des troubles du sommeil. Le trouble du sommeil va entretenir le stress. Le cortisol va rentrer en jeu. Et c'est un axe, c'est un cercle vicieux, et c'est très difficile de le rompre. Donc, c'est une vie qui est devenue très stressante, et donc, croyez-moi, le stress joue un rôle très important. C'est l'hypothalamus qui commande tout ça. Et l'hypothalamus est il va subir où ces impulsions. Il va les prendre du cortex. Et le cortex, lui, est en contact avec l'univers, avec l'environnement. Et donc, vous voyez que l'environnement, le mode de vie, tout ça peut interférer avec l'hypothalamus et donc perturber l'axe hypothalamo-hypophysaire et donner des troubles de cycle chez ces femmes-là. Il faut savoir retrouver cette notion donc de stress chez elles.
ces perturbations neuro-hormonales, notamment le stress, le trouble physiologique, mais toujours rechercher des anomalies psychologiques, environnementaux, comme on vient de le dire, mais pas que. Rechercher aussi le syndrome métabolique, parce que les maladies générales, le syndrome métabolique aussi interfère avec les perturbations de l'axe hypothalamo-hypophysaire et peut être à l'origine de saignements anormaux chez la jeune femme. Alors, vous voyez là, peut-être qu'on va faire un peu de répétition, 2 à 5% d'adolescents dans les 2 premières années, donc suivant les ménarchies, vont présenter des ménométrorragies fonctionnelles. Donc, il ne faut pas se précipiter sur le traitement. Il faut voir le retentissement. Et s'il n'est pas important, il faut attendre un peu. Il faut rassurer la maman, il faut lui dire que c'est passager et que tant que c'est pas, il n'y a pas d'anémie, donc il faut attendre un peu, ça va rentrer dans l'ordre. Après, si ça ne rentre pas dans l'ordre, on le reverra tout à l'heure dans le traitement, il faut mettre en route un traitement. Les cycles étant dans 55 à 82, comme on a dit, anovulatoires. Après, vous avez les troubles de l'ovulation proprement dites, qui peuvent être fonctionnels, physiologiques ou pathologiques, comme on l'a dit. Donc pareil, il faut rechercher le SOPK chez l'adolescente, mais attention, les surdiagnostics de SOPK, c'est pas parce qu'elle fait des aménorrhées à 14 ans ou à 15 ans qu'on va étiqueter de SOPK. Il faut attendre vraiment longtemps, jusqu'à 18 ans, pour vraiment parler de SOPK. Donc toujours se dire attendre, même si vous avez des signes en faveur. Après, dans la préménopause, on a déjà dit, c'est plutôt des perturbations physiologiques, les troubles endocriniens, on en a déjà parlé. Alors, les causes endométriales, on n'en parle pas beaucoup, mais parfois, c'est une inflammation de l'endomètre lui-même. Donc, c'est juste une cause locale, purement locale. C'est pas ça qu'on va retrouver de l'adolescente. Mais ce genre de pathologie, on peut les trouver par contre chez la femme en période d'activité génitale et donc peuvent occasionner des petits saignements. Et après, on va en chercher partout, on ne les trouve pas. Il faut penser aux causes endométriales locales. Et celles-là, on peut les trouver que si on fait une hystéroscopie, éventuellement, on fait des prélèvements. Et donc, on mettra en évidence une inflammation, voire une infection. Donc, jamais oublier les causes iatrogènes. Donc, l'interrogatoire est important. Est-ce que la patiente, donc si la jeune fille, je ne sais pas moi, avec les jeunes filles maintenant de nos jours, avec des situations d'anxiété chronique, elle peut avoir pris la pilule de sa maman, 2 ou 3 plaquettes, bon, donc il faut pousser, donc bien rechercher la notion d'iatrogénicité chez ces jeunes filles, ou chez les femmes en activité génitale qui ont pas bien compris les instructions de la prise de la pilule. Donc ils l'oublient un jour, ils la reprennent 2 jours après. Donc ce genre de perturbation dans la prise de la contraception hormonale peut induire une désynchronisation dans la chute de l'endomètre et peut être à l'origine d'un trouble donc de saignement. Donc bien affiner l'interrogatoire. Attends, les DU cuivre peuvent occasionner des saignements parce que ça fait blesser, ça crée une inflammation locale déjà au niveau de l'endomètre et donc le DU, dans une bonne partie de femmes, ça peut donner des ménorrhagies avec des cycles prolongés jusqu'à 15 jours. Dans ce genre de situation, on peut associer un progestatif pendant quelques mois et si ça ne marche pas, il faut retirer le DU et proposer autre chose. Attention, si la patiente est sous anticoagulant, il faut le rechercher. La jeune fille ou la femme en activité génitale ou la femme ménopausée. Après, vous avez les causes organiques qu'il faut rechercher. Les causes organiques, on va surtout les rechercher chez la femme en activité génitale et la femme ménopausée, mais pas que. La jeune adolescente aussi peut abriter des pathologies donc il faut les regarder. On a parlé de l'endométrite, mais surtout chez la femme en activité génitale, l'infection génitale, que ça soit chez la jeune fille ou que ça soit chez la femme en activité, donc peut donner, et même chez la femme ménopausée. Donc le tuberculose, ça a été donc diagnostiqué, une recrudescence de la tuberculose chez la femme ménopausée. Vous savez qu'il y a une immunodépression au niveau des 2 périodes chez la femme, en début de puberté et en début de ménopause. D'ailleurs, vous avez tous remarqué les jeunes filles font de la tuberculose à 12-13 ans avec une acite et une aménorrhée. Et il y a une recrudescence chez la femme ménopausée et parfois ça s'exprime par des troubles ou des saignements anormaux. Attention, les cervicites, surtout chez la femme en activité génitale. La jeune fille, si elle est célibataire, on ne peut pas regarder le col. Mais chez la femme en activité génitale et ou la femme ménopausée, bon, un peu moins la femme ménopausée, la cervicite, parfois vous avez un gros col qui saigne, une ectopie, une grosse ectopie qui saigne. Mais souvent, c'est une notion de saignement de contact aussi. Je vous dis après les rapports, donc ça doit attirer votre attention. En tout cas, l'examen clinique doit éliminer une origine cervicale avant de parler de saignement d'origine endo-utérine. Les malformations utérines, pas beaucoup, mais il faut y penser chez la jeune fille.
au moment de la puberté ou juste après la puberté, parfois, ça peut occasionner des défauts d'extériorisation de règles qui va donc donner des règles en fait qui sont décalées. Elle saigne pendant les règles et après elle va continuer à faire sortir le sang qui a été retenu par telle ou telle malformation. Mais c'est pas l'objectif du cours, les malformations utérogénitales en matière de saignements anormaux. Après, vous avez l'hyperplasie. L'hyperplasie, c'est un terme histologique, ça veut dire un épaississement de l'endomètre. Et plus l'endomètre est épaissi, et plus la quantité de sang pendant les règles est importante. Cet endomètre va s'épaissir par un climat oestrogénique. Donc c'est encore les perturbations hormonales qui vont être à l'origine d'une hyperplasie, donc à la tendance à l'hyperostrogénie. Au niveau des deux axes de la vie de la patiente, c'est physiologique, c'est un déséquilibre temporaire, mais il y a des patients qui ont un terrain d'hyperostrogénie du début jusqu'à la fin. Ce sont ces femmes-là qui feront d'hyperplasie, qui feront probablement des fibromes, des polypes, et qui vont avoir pendant toute leur vie des troubles du cycle et même exposées à des risques de cancer hormonodépendant. Alors l'hyperplasie, parfois elle est polypoïde, parfois les polypes sont tout seuls, c'est une espèce d'émanation de l'endomètre, c'est une structure glandulaire qui va sortir de l'endomètre et toute seule pourrait occasionner des petits spottings ou des petits saignements, mais entre les cycles. C'est pas, sauf si elle survient sur une hypertrophie déjà un épaississement polypoïde. Là, vous êtes sur une ménorrhagie, mais sinon, vous avez des saignements un peu à droite et à gauche, et donc il faut aller regarder à l'échographie pour le diagnostic de ces polypes. Les tumeurs endocrines de l'ovaire, ne jamais oublier. Là, je suis en train de faire tout le listing, et on va essayer de les reprendre rapidement un par un. Donc, les tumeurs endocrines de l'ovaire, il y a des tumeurs des cordons sexuels féminisantes, masculinisantes. Les féminisantes vont donner des pseudo-pubertés précoces quand elles surviennent chez la petite fille juste avant la puberté ou chez la femme ménopausée vont être à l'origine de saignements avec imprégnation, tout ça. Donc il faut y penser devant des troubles de cycle à la tumeur endocrine qui sécrète des œstrogènes. Voilà, après à la fin bien sûr la hantise de tout le monde, et plus on se rapproche de la femme ménopausée et plus on va craindre le cancer de l'endomètre, et donc il faut y penser en préménopause, mais surtout commencer par l'éliminer en post-ménopause avant d'évoquer les autres étiologies. Les malformations, je ne vais pas trop m'étaler parce qu'elles ne sont pas très impliquées dans les saignements anormaux. On va parler du polype beaucoup plus. Le polype, c'est surtout l'apanage de la femme en activité génitale. Donc, il faut le rechercher chez la femme en activité génitale qui a des saignements comme ça anormaux de temps à autre, pas forcément abondants. Et donc, on le voit à l'échographie. Alors, l'échographie, il ne faut pas la faire en deuxième phase parce qu'on a déjà un endomètre épais. Et si vous avez un polype dedans de 2 cm, vous n'allez rien voir. Donc, il faut la faire en début de cycle. Vous avez un endomètre plutôt fin et ça permet de voir ces fameuses images intracavitaires. Et ce polype, on le voit mieux ici, par exemple. Vous avez cette image, j'ai pas de pointeur. Vous voyez ma flèche ici? Vous la voyez? Voilà. Vous voyez ici, on voit une espèce d'image à l'intérieur. Et comme il y a un peu de sécrétion dans l'endomètre, ça nous permet de voir la ligne ici, peut-être le col. On arrive ici, vous voyez qu'il y a un peu d'espace et hop, on voit quelque chose de rond. Donc là, il faut se poser des questions si c'est pas un polype ou un fibrome d'ailleurs. Hein. On parlera des fibromes. Donc ça aussi, vous voyez, là j'ai une ligne du col qui rentre. Là, vous voyez l'endomètre tout autour. Hein. Après, vous avez une interruption de la ligne, surtout si elle est proche de l'ovulation. Vous avez une ligne ici de l'ovulation, de la période ovulatoire. Vous avez une ligne par ici et vous voyez une autre ligne de l'autre côté. Et quelque chose qui fait comme ça, qui interrompt la ligne, c'est en général des polypes quand ils ont cette forme. Et vous regardez que lorsqu'on... Merci, monsieur. Et donc, voilà. Et vous voyez qu'on augmente, on améliore la pertinence de l'échographie dans le diagnostic. On augmente, nous on dit, le jargon, on augmente la sensibilité de l'échographie en mettant un peu de liquide dedans. Parce que si on met du sérum Phi, on va écarter les parois et ça nous permet de bien voir la structure intracavitaire. Et ça nous permet surtout de dire c'est un polype, un fibrome, et non pas une hypertrophie, parce que la cavité, elle est virtuelle. Quand on a une hypertrophie de part et d'autre de l'endomètre et que c'est collé, si vous faites une échographie seulement, vous ne savez pas. Vous avez une ligne épaissie, mais vous ne savez pas si cette ligne épaissie est en rapport avec une hypertrophie, voire hyperplasie à l'anapathe, ou c'est carrément une image intracavitaire. Et donc, l'échosono, il faut apprendre à mettre une ovac au niveau du col, injecter un peu de sérum Phi et faire votre échographie. Et parfois, vous avez des images extraordinaires qui peuvent remplacer l'hystéroscopie
quand on confiera sa patiente. Donc une écho 3D aussi jolie ici, qui peut objectiver une image intracavitaire. Alors en hystéroscopie, voilà ce que vous allez voir. Des espèces voilà, vous avez une formation ici qui a l'air macroscopiquement d'être glandulaire. Donc vous avez les vaisseaux, donc c'est un polype. Ici aussi, vous avez quelque chose qui ressemble à une hypertrophie localisée, mais que ça pourrait être aussi un polype. Et ici, c'est à l'échographie. Alors le polype a une vascularisation particulière. Il a juste un pédicule, il faut le rechercher. Contrairement au polype, lui, plutôt au fibrome, lui, qui a une vascularisation plutôt en encorbellement, il entoure effectivement. Donc parfois avec les vaisseaux, on fait la part entre le polype et le fibrome, mais aussi la forme, bien entendu. Là aussi, vous avez un polype, ici, vous voyez, sur la face antérieure, et ici, vous avez un polype, et si vous regardez bien, l'endomètre a l'air atrophié, donc probablement c'est une femme ménopausée, et parfois ce genre de vaisseaux comme ça, quand ils deviennent irréguliers, eh ben, c'est vrai que c'est pas une hypertrophie, ça n'a pas l'air d'être un cancer sur l'endomètre, mais quand vous avez des images comme ça, attention, parfois les polypes chez la femme ménopausée peuvent déjà abriter un cancer, donc il faut absolument les réséquer et les envoyer à l'anapathe pour le diagnostic. Après les fibromes, vous connaissez la stadification FIGO de 2011. Ceux qui vont entraîner un saignement, c'est pas tous les fibromes. C'est surtout ceux qui ont un contact avec l'endomètre, voire même qui sont sous-muqueux. Donc seulement les fibromes sous-muqueux, les intracavitaires. Alors intracavitaires où ils sont complètement dedans en battant de cloche, ou un peu collés à l'endomètre, c'est entre le 0 et le 1. C'est ceux-là qui vont entraîner, donc c'est le type 0, 1 et 2 qui vont entraîner donc des saignements. Les autres n'entraînent pas de saignement. C'est discuté dans l'infertilité, mais après ils ne gênent pas, on peut les laisser s'ils ne sont pas très gros. On n'est pas obligé de les opérer. Voilà en image en couleur, on voit mieux. Donc ici par exemple, vous avez ici un fibrome. Je ne sais pas si vous voyez bien, il dévie la cavité, c'est un sous-muqueux. Mais la plus grande partie du type 2 est dans le myomètre, bien entendu. Vous avez juste une petite portion, donc au niveau de l'endomètre. Là aussi, quand vous mettez de l'eau, vous arrivez à individualiser des structures comme ça, c'est des polypes ou des petits fibromes. Ici aussi, c'est un fibrome. Vous voyez, il est bien arrondi, bien dur. C'est un fibrome probablement de type 1. Ensuite, vous avez cette fameuse adénomyose. Alors l'adénomyose, on ne va pas en parler chez l'adolescente. On a dit l'adolescente, c'est surtout les dysfonctions fonctionnelles, les dérégulations de l'axe. Mais attention, chez la jeune fille, on peut avoir de vraies pathologies cancéreuses qui vont s'annoncer par des troubles de cycle, notamment des rhabdomyosarcomes. J'ai eu des jeunes filles de 15 ans qui ont consulté, et à l'échographie, on trouve une image intracavitaire, après elles devenaient accouchées par le col, et quand on a prélevé, c'était un rhabdomyosarcome, et c'est de très mauvais pronostic. Donc il faut quand même chercher une cause organique chez la jeune adolescente ou la jeune femme. L'adénomyose, par contre, on la voit beaucoup plus durant la période d'activité génitale. C'est quoi l'adénomyose? C'est la présence d'îlots d'endomètre au niveau du myomètre. Donc, elle a plusieurs aspects. Elle peut être diffuse, elle peut être localisée, elle peut être kystique. Donc, et quand vous faites l'échographie, vous avez cet utérus qui est quand même boursouflé, il n'est pas myomateux, mais il est pas normal, il n'est pas régulier. Vous avez une asymétrie de l'endomètre entre la face antérieure et la face postérieure, et vous avez ces fameux travées partout. Vous avez des spots blancs comme ça, et dans la forme kystique, vous allez voir ça. Vous voyez juste derrière l'endomètre, vous avez un groupe comme ça de kystes qui pourraient être des kystes adénomyosiques. Et donc, cette pathologie, elle est hormonodépendante. Elles sont surtout vues chez les femmes qui ont un terrain plutôt d'hyperostrogénie, beaucoup plus, mais on est en train de la voir chez tout le monde maintenant avec les dérégulateurs hormonaux et les facteurs environnementaux. On la voit beaucoup plus souvent qu'avant. Peut-être qu'on a amélioré la perception échographique aussi, c'est pour ça qu'on les voit un peu mieux aussi, mais elles sont relativement fréquentes et elles sont à l'origine de ménorragie, parfois de métroragie quand elles sont associées à de l'hypertrophie. Comme c'est le même terrain, donc il y a de l'adénomyose, il y a de l'hyperplasie et donc ça fait des ménométroragies. Et le signe qui est toujours associé, c'est la douleur. Ce sont des ménométroragies douloureuses quand même. Et il faut éliminer le cancer chez ces patientes. Et quand on a éliminé le cancer, à ce moment-là, on peut les traiter facilement avec notamment le dispositif intra-utérin. L'endométriose, c'est pas vraiment une cause de trouble de cycle, mais il faut y penser en période d'activité génitale, surtout si elle a des douleurs, des dysménorrhées secondaires ou un fond chronique ou une infertilité. Donc, parfois, c'est un terrain d'hyperostrogénie. Donc, il peut être
l'endométriose associée à de l'hypertrophie qui va donner des saignements. Donc, c'est le contexte dans lequel on peut découvrir une hypertrophie beaucoup plus. Les synéchies, il faut y penser. Pourquoi? Parce que quand elle fait une infection avec des... pas totales, quand elle fait des synéchies totales, en général, c'est l'aménorrhée. Mais quand elle fait des synéchies partielles, il peut y avoir de la rétention de sang menstruel. Donc, les règles ne vont pas s'extérioriser complètement. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans l'ismocèle. Malheureusement, je ne vous ai pas mis une plaque sur l'ismocèle. Il y a une rétention pendant les règles, et même elle est extériorisée juste après les règles. Donc vous avez ces fameux spottings post-cataméniales qui vont un petit peu embêter, la patiente peut consulter pour ça. Dans les synéchies kiff-kiff, elle va avoir des saignements qui vont continuer. Ça peut être hormonal, mais il faut penser à l'organique, c'est-à-dire ismocèle ou synéchie. Voilà l'image de la synéchie. Donc, quand on rentre en cystoscopie, vous voyez, des trucs comme ça, il faut savoir traiter. Et c'est pas tous les hystéroscopistes qui peuvent faire de la synéchie. Il faut quand même des hystéroscopistes expérimentés. Donc, voilà une image hystérographique. Mais pratiquement, on fait plus de l'hystérographie pour le diagnostic des synéchies de nos jours. Le cancer de l'endomètre. 9 à 14% des femmes ménopausées. Donc, quand ils font des métrorragies post-ménopausiques, c'est le symptôme clé. Il faut la première chose penser au cancer. Bien sûr, il faut faire une échographie, il faut faire des biopsies pour confirmer l'histologie de celui-ci. Et en général, on fait de l'hystéroscopie pour bien regarder où est-ce qu'on prélève. Quand le cancer ne fait pas le tour de la cavité, on peut passer à côté si on fait un prélèvement à l'aveugle. Donc, c'est bien de le faire sous hystéroscopie. Donc, vous voyez ici, on a une hypertrophie dans l'endomètre avec des zones noires dedans. Ça veut dire que c'est une hypertrophie glandulokystique. Les glandes de l'endomètre ont été étouffées et donc accumulation de produits de sécrétion qui vont apparaître au niveau de l'endomètre comme des espèces de boules noires. Ce sont des glandes. Donc c'est une hypertrophie appelée glandulokystique communément. Sinon, vous avez cette fameuse image, il faut y penser. Chez la femme en préménopause, ça ne veut pas dire grand-chose parce que déjà, avec le trouble hormonal, elle fait de l'hypertrophie. Mais chez une femme ménopausée, vous avez ça. C'est à tous les coups un cancer de l'endomètre jusqu'à preuve du contraire. Et après, il y a des imageries, il y a l'IRM. Mais l'IRM, quand elle vous dit que c'est un cancer, vous voyez qu'elle vous donne le stade. Vous voyez que cette tumeur, elle a envahi le myomètre. Et donc là, c'est clair que c'est pas une hypertrophie qui va envahir le myomètre, c'est le cancer de l'endomètre. Et voilà des images hystéroscopiques. Vous avez cette prolifération. Donc on la reconnaît, surtout chez la femme ménopausée, c'est pas normal. Chez la femme préménopausée, c'est plus difficile. Il faut faire la biopsie pour trouver des atypies ou un cancer dedans. Les causes iatrogènes, il faut y penser, on l'a dit. Donc la pilule, si les femmes prennent des progestatifs, il faut savoir qu'à un moment ou à un autre, elles vont faire de l'atrophie. Et l'atrophie peut être elle-même une cause de saignement. Donc il faut arrêter, attendre et voir après. Les médicaments, il faut faire l'interrogatoire. Il y a certains médicaments qui peuvent perturber le cycle de la femme, des antipsychotiques, les antidépresseurs, les corticoïdes, la chimiothérapie. Après, le cause générale. Vous savez que dans le contexte d'obésité et de troubles métaboliques, ça retentit sur le cycle. Déjà que le surpoids peut constituer une glande à part entière et qui va sécréter des oestrogènes et qui peut entretenir une hyperostrogénie qui va entretenir l'hypertrophie, l'hyperplasie et donc l'aménorrhagie. Et un diabète mal équilibré, bien entendu. Mais toujours, avant tout, éliminer une grossesse, une fausse couche, une GU, qui est une urgence chirurgicale, qu'elle soit adolescente ou que ce soit une patiente en période d'activité génitale. Et même les adolescentes, il faut y penser. Donc, il faut faire un test de grossesse pour éliminer. Et comme toujours, comme toutes les pathologies, on a toujours une petite place pour les idiopathiques. Quand on ne trouve rien, on dit que c'est idiopathique. Mais après, il faut être sûr, c'est un diagnostic d'élimination, bien entendu. La prise en charge clinique, j'en ai parlé au fur et à mesure, c'est bien sûr l'interrogatoire. Il faut rechercher chez la jeune fille des signes qui associent les troubles de cycle qui peuvent nous orienter vers tel ou tel diagnostic. Une galactorée, un hirsutisme, perte de cheveux, une alopécie, tout ça peuvent nous orienter vers une hyperandrogénie ou une hyperprolactinémie éventuellement qui peuvent être à l'origine. Donc les douleurs aussi. Les douleurs, bon, il faut surtout penser, les douleurs c'est subjectif de la jeune fille. On ne peut pas toujours en tenir compte. L'abondance et saignement, on l'a dit, on fait le score. Le stress, l'activité physique, il faut rechercher. Attention, l'aménorrhée mentale, l'aménorrhée mentale qui peut induire des troubles de cycle après. Donc c'est des jeunes filles avec un stress mental, avec un trouble de l'alimentation qui peuvent faire des aménorrhées, des troubles de cycle, peuvent avoir un cycle perturbé. Donc le contexte psychologique et familial chez ces jeunes filles.
Ensuite, l'examen clinique, le poids, la taille, ça c'est ce qu'on fait de façon générale. Les caractères sexuels, comme on a dit. Les signes endocriniens, une femme ménopausée chez laquelle on a un vagin imprégné, ou on place un spéculum avec facilité. Tout ça doit attirer notre attention vers probablement une tumeur endocrine. Donc il y a un rajeunissement de la femme ménopausée, il y a peut-être une tumeur à côté qui est en train de sécréter. L'examen gynécologique, bien sûr, les touchés pelviens, la recherche d'un utérus augmenté de volume, déformé, et bien sûr les tumeurs annexielles. Alors il y a un truc là qui... je suis passée sur les fibres... ça y est, pardon, excusez-moi. Donc on continue. Donc rechercher les masses au toucher pelvien. Vous savez, on fait le toucher. Et le palpé abdominal, apprécier un peu l'utérus, le volume, la sensibilité, la mobilisation. Ensuite, on va dans les culs de sac pour rechercher une masse annexielle. Ça peut être un fibrome pédiculé, comme ça peut être une tumeur de l'ovaire ou un kyste de l'ovaire. Les examens complémentaires, on a dit, c'est toutes celles qui font le tour des études pour rechercher les causes dont on a discuté. La FSH, la LH, la l'inhibine B pour la granulosa, bêta-HCG pour éliminer une grossesse normale ou compliquée. Les troubles de la coagulation, il faut faire un TCK, un TP au moins. Demander des avis à un des hématologues. Pour le SOPK, s'il y a un surpoids, donc il faut demander la GPO par exemple, il faut demander le taux d'insuline, insulinémie, il faut demander même, il y a un index d'insuline résistance, donc il faut rechercher parce que souvent il y a une espèce d'insuline résistance qui s'installe dès le début et c'est un cercle vicieux avec l'hyperandrogénie, l'atrésie folliculaire, la novulation, etc. C'est très complexe le SOPK. L'IRM, bien sûr, éventuellement, si on a des signes neurologiques d'appel. Donc on finit pour chercher un adénome, ou en tout cas quelque chose qui comprime et qui peut perturber l'axe hypothalamo-hypophysaire. Par contre, l'hystéroscopie, c'est quand on suspecte une pathologie intracavitaire. L'hystéroscopie va à la fois être diagnostique, elle va confirmer ce que l'échographie a vu, avec une meilleure topographie, une meilleure appréciation morphologique, mais en même temps thérapeutique, puisque c'est celle-là qui va réséquer ces fibromes, ces polypes et les adresser à l'anapathe ou faire des biopsies sur contrôle de la vue quand on suspecte une pathologie de l'endomètre. Alors, comment on va traiter? Si on est un de la jeune fille, d'abord, il faut pas traiter tout de suite. Il faut attendre un peu, mais si ça rentre pas dans l'ordre et qu'elle fait des anémies, parce qu'on a eu des jeunes filles avec 5 grammes d'hémoglobine, donc c'est pas rien, des fois ça saigne parfois beaucoup. Donc il faut les mettre en général, on propose en premier lieu un progestatif, parce que comme c'est une insuffisance lutéale physiologique, on les met, si vous voulez, on donne un progestatif pour soutenir ce corps jeune qui est déficient. Et souvent, ça rentre dans l'ordre avec un progestatif du 16 ou du 11 au 25e sur 3 mois, 6 mois. Peut-être reprendre si on a besoin, si ça c'est pas rentré dans l'ordre. Mais si ça marche pas, il faut pas hésiter à donner une pilule avec faible taux d'œstrogène qui peut réguler ces cycles, éviter le saignement avec le retentissement d'anémie. Et parfois, on peut associer des antifibrinolytiques, c'est pas contre-indiqué, des AINS qui ont un pouvoir hémostatique et qui peuvent réduire ces saignements. Si on a une anémie, bien entendu, pensez au traitement martial. Donc, comme je disais, il ne faut pas toujours traiter les jeunes filles. Parfois, il faut attendre un peu. Il faut éliminer une prise médicamenteuse. La maman m'a belhaj. Donc, il faut interroger la fille, la revoir avec la maman, éliminer une cause endocrinienne et éliminer les troubles de la coagulation. C'est important. On le redit à chaque fois. Le SOPK, c'est très compliqué. S'il se manifeste par des troubles de cycle d'adolescente, ce qui est recommandé, c'est la pilule œstroprogestative. Ça permet de réguler, de mettre au repos les ovaires et d'avoir un cycle régulier. S'il y a un surpoids chez la jeune fille, on peut éventuellement la mettre sous metformine pour éventuellement rompre ce cercle vicieux entre insulinorésistance, hyperinsulinisme, hyperandrogénie éventuellement, et ça l'aidera aussi à perdre du poids. Et la perte de poids, c'est très important, c'est la première chose qu'il faut viser. Plus elle perd du poids et plus elle ovulera mieux, avec ou sans syndrome des ovaires polykystiques. Donc, ça veut dire l'éducation alimentaire, l'activité physique, le suivi dermatologique, éventuellement, si cette jeune fille a des troubles de l'acné ou de l'hirsutisme, il y a des traitements dermatologiques pour améliorer l'image de soi. C'est très important, parce que la détresse, quand elle s'installe, elle va encore entretenir tous ces troubles. Donc, bien sûr, il faut surveiller tout ça avec un soutien psychologique, etc. Alors, la métrorragie de la postménopausique. C'est le cancer avant tout. Mais attention, ça peut être un cancer du col aussi. Les tumeurs ovariennes, on l'a dit. La tuberculose génitale, on a dit, il y a une immunodépression avec recrudescence de ces pathologies. Le choriocarcinome aussi, c'est une pathologie que nous, les gynécologues, en recherche, c'est la femme ménopausée.
Bien sûr, une ménopause après 12 mois d'aménorrhée, les saignements francs, le spotting, perte brunâtre. Donc, c'est quand même 10% de la population. Le symptôme révélateur, c'est la métrorragie post-ménopausique. Il faut éliminer le cancer, le col. Bon, c'est du redit. Ça, c'est du redit. Attention à les causes iatrogènes. Est-ce qu'elle est sous traitement hormonal de la ménopause? Parce que là, c'est normal qu'elle ait des règles. Est-ce qu'elle est sous tamoxifène? Tamoxifène pour un cancer du sein, donc bien interrogé. Ça peut être, et les anticoagulants, ça peut donner des saignements. Après, il faut faire l'échographie, selon que l'endomètre soit fin ou pas fin. Donc, on va poursuivre les explorations. Il faut aller en tout cas vers la biopsie, vers l'hystéroscopie et le curetage éventuellement si les produits avec une petite pipelle n'a pas fait d'effet. Donc, tout ça, on l'a dit. Les leucorrhées, attention, trouble de cycle avec leucorrhée chez une femme ménopausée, rechercher un endocol ou un endomètre. Ne jamais oublier de circonstances de dépistage du cancer du col. Chez une femme en perte d'activité génitale, je regarde son col. S'il y a une rougeur, je fais le frottis. S'il n'y a pas de rougeur, je fais le frottis de dépistage. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les saignements anormaux fréquents et peuvent se traduire par des causes variées. Vous avez vu, allant du simple déséquilibre hormonal à des pathologies gynécologiques ou systémiques beaucoup plus complexes. Ça nécessite une bonne évaluation clinique. La prise en charge dépend de l'étiologie. J'espère que j'en ai parlé au fur et à mesure. Et bien sûr, la prise en charge multidisciplinaire, il ne faut pas oublier. Ne jamais banaliser. Et l'adolescente, attention, la grossesse, les troubles de la coagulation, les causes infectieuses. Et je vous remercie pour votre attention.